痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, canne à pêche, ça se prose, et aujourd'hui au programme, on va repartir sur une vidéo un petit peu particulière mais qui va être fort amusante à préparer. Très tôt dans l'œuvre, on nous a présenté les villages ninja comme les repères des personnages les plus puissants de l'œuvre. Chaque village est rempli d'un nombre incalculable de grands guerriers, surtout que ces villages ont vu passer plusieurs générations de ninjas. Entre leur création du temps d'Hashirama et la fin de Naruto, les différents villages ont vu des légendes passer, et ces légendes sont de véritables monstres de puissance. Par contre, oui, faut se le dire, toutes les légendes se valent pas, et il y en a bien une qui se démarque des autres. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons définir quel ninja est le plus puissant de son village. Sauf qu'évidemment, vous me connaissez à force, je vais devoir utiliser le S-word, à savoir subdivision. En fait, pour que la vidéo soit un minimum intéressante et qu'il y ait du débat, je vais pas simplement dire qui est le plus fort et basta, c'est pas le genre de la maison. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais donner non pas un, mais deux vainqueurs. Le premier sera celui qui est le plus fort du village au moment de son affiliation. C'est-à-dire que pour être considéré comme le plus fort, il faut que la version de ce personnage soit affiliée à son village à ce moment précis. Petit exemple, Obito est né à Konoha et il faisait partie de ce village. Sauf qu'au moment où il est devenu Obito le grand méchant, il était plus un ninja de Konoha. Ça fait que la seule version d'Obito qui peut être comptée dans ce classement, c'est Obito enfant pendant la troisième grande guerre. Ça évite que des ninjas qui ont subi un power-up de l'espace après viennent prendre les premières places en Tsum Tsum. Ce serait pas forcément super fair-play. Mais je vous rassure, fan inconditionnel de Naruto, Aspros le roi de la subdivision est là pour entendre vos doléances. Une fois qu'on aura défini qui est le ninja affilié à son village le plus puissant de tous les temps, on va pouvoir analyser lequel est devenu le plus fort par la suite. C'est-à-dire qu'Obito masque blanc pourrait être inclus dans le débat pour savoir qui est le ninja le plus fort de Konoha. Pour dire ça encore plus simplement, dès qu'un ninja est affilié de près ou de loin à un village, il est éligible au titre de ninja le plus puissant de ce village. Bon, après ça va pas changer grand chose pour la majorité des villages, mais il y aura certains débats en plus, donc on est preneur. Et concernant le reste des règles, je vais surtout parler des ninjas un minimum connus. Croyez-moi, j'aimerais beaucoup parler du village de Shimo, et qui est le village caché du gel dans le Hitachi Shinden, mais bon, on n'a pas trop d'infos sur les personnages et autres, donc impossible d'en parler. Je vais parler des ninjas qui ont au moins un ninja connu, et même comme ça, je vais surtout parler des plus connus pour éviter d'ajouter une section vide. Vous êtes prévenus. Et comme d'hab, on ne prendra en compte que Naruto, pas Boruto, donc les derniers éléments utilisables sont Naruto The Last et les romans. Et puisque j'entends que vous avez envie de m'entendre dire que Tenten Lagoto Tsutsuki est la plus puissante de Konoha, on va pouvoir commencer. Le village d'Oto. Ah, ce bon vieux village d'Oto, ça faisait longtemps hein. Ce village a été introduit dans l'unique but de nous présenter le grand méchant Orochimaru et il a carrément été abandonné dès le passage à la partie 2. Et c'est dommage parce que ce village avait vraiment beaucoup de pouvoirs très particuliers et qui sont assez galères à contrer. Mais bref, ici il y aura pas forcément beaucoup de débats. Le chef du village est Orochimaru et en dehors de lui, on nous a pas forcément montré de personnage à son niveau. En tout et pour tout, on a le trio du son avec Dosuki Nezaku, le quintet du son avec Kidomaru, Sakone Ukon, Tayuya, Jirobo et Kimimaro, la future équipe Baby composée de Suigetsu, Karin et Jugo, et évidemment Kabuto et Orochimaru. Parmi tous ces gens-là, aucun n'a véritablement le niveau de ne serait-ce que d'avoir ses chances contre Orochimaru. Suigetsu s'est littéralement transformé en piste tellement l'idée de revoir Orochimaru l'effrayait, et Suigetsu extermine à peu près n'importe qui parmi ces gens-là. Les seuls à peu près débattables sont Kabuto qui lui-même fait dans son froc devant Orochimaru et Kimimaro qui est plus covidé qu'un pangolin. Donc Orochimaru est sans conteste le plus puissant ici. Et ça, c'est même si on compte Sasuke. Parce que vous l'aurez peut-être remarqué, mais je n'ai pas cité Sasuke parmi les membres d'Oto et je vais vous expliquer. En fait, son affiliation à ce village n'est pas forcément très claire. On sait pas s'il a rejoint Orochimaru en tant que ninja d'Oto et qu'il a été placé sous son aile directement ou il a juste rejoint Orochimaru sans forcément faire partie du village. C'est un petit peu comme Itachi qui continue de protéger les intérêts de Konoha à sa façon mais qui n'est pas légalement associé à Konoha. Après, on va pas se le cacher, le village d'Oto c'est du flan. Orochimaru il s'en fout complètement et son ambition est de devenir immortel et de tout maîtriser, donc je doute que le village d'Oto soit un vrai concept pour lui. Du coup, est-ce que Sasuke faisait vraiment partie de ce village ou c'était juste un collaborateur avec Orochimaru? Difficile à dire. Mais dans ce round précis, on s'en moque un petit peu. Le Sasuke final qui était associé à Orochimaru, c'était le Sasuke Ebi, c'est-à-dire celui qui affrontait Deidara. Sasuke s'est débarrassé d'Orochimaru juste avant, il est parti à la recherche d'Itachi, mettant ainsi fin à leur manipulation réciproque. Sauf qu'à plusieurs reprises, on nous fait comprendre que la seule raison pour laquelle Sasuke a vaincu Orochimaru, c'était son état de santé. Même Sasuke le confirme. Du coup, dans la tête des gens et notamment dans celle du principal intéressé, Orochimaru est plus fort que Sasuke Ebi. Et honnêtement, pour vaincre Orochimaru, faut avoir des capacités vraiment particulières et ce Sasuke ne les a pas forcément selon moi. Il faut attendre au moins Sasuke Mangekyou Sharingan pour qu'il commence à y avoir débat, mais ce Sasuke précis se ferait battre. Surtout si on considère que l'Orochimaru qui est jugé ici est celui de la fin de Shippuden, donc il y a un corps composé des cellules d'Hashirama. Parce que oui, Oto n'a jamais vraiment disparu, donc légalement Orochimaru est toujours le chef de son village et par conséquent c'est lui qui doit être compté. Dans un combat, il invoque Tobirama et quand il va voir un genou de Chiwa devant lui, il va faire un malheur. Ça pourrait être drôle. Mais bref, Orochimaru est le ninja affilié le plus puissant de son village. Mais qu'en est-il du résultat si on supprime ce repère temporel et narratif?
Bah là, Orochimaru, il va devoir céder sa place. Soit à Sasuke, soit à Kabuto Maru. Pour Sasuke, c'est si on considère que Sasuke a déjà été affilié à Uto, donc je vous laisse avec votre interprétation de la chose. Sasuke Rinnegan est clairement le ninja le plus puissant de Naruto avec Naruto et évidemment Jubidara. Là, Orochimaru, il a plus aucune chance. Même en invoquant les anciens Hokage, Orochimaru se ferait exterminer par Sasuke qui a les capacités de le tuer, et il le sait. Donc je pense qu'il ne chercherait même pas à se battre par pur instinct de survie. Du coup, si vous considérez Sasuke comme membre du village d'Oto, alors c'est lui le ninja qui a été affilié le plus puissant de tous les temps. Sinon, c'est Kabuto Maru. Kabuto Maru, c'est littéralement Orochimaru, mais avec le mode ermite et l'intégralité des capacités de tous les ninjas puissants du son. Orochimaru aura beau être très fort, jamais il pourra gérer tout ça, même s'il doit connaître en détail chaque technique. La seule zone d'ombre serait les Do-Tensei d'Orochimaru, mais faut pas oublier que pendant la guerre, Hashirama a décidé d'être gentil parce qu'il a vu que les doutes de Sasuke auraient pu le mener vers la voie de Madara. Il a donc accepté de coopérer, mais s'il se fait ramener juste pour battre un adversaire lambda, Hashirama il pourrait froncer les sourcils. Et dans tous les cas, Kabuto a une armée largement plus grande que celle d'Orochimaru, ce qui fait que même si les 3 Hokage suivants sont sans doute plus forts que les invocations de Kabuto en individuel, bah ils vont devoir gérer une armada avant et c'est presque pas possible. Donc victoire de Kabuto. Du coup, le ninja affilié le plus puissant d'Oto, c'est Orochimaru. Mais si on supprime toute barrière temporelle et narrative, ce serait soit Sasuke en fonction de votre interprétation sur son allégeance, soit Kabuto Maru. Et promis, les suivants seront un petit peu moins longs, mais j'avais envie de le faire passer en premier parce que le village est tellement sous-coté selon moi que j'avais envie de redorer un petit peu leur blason. Le village caché de Kusa. Bon, pour celui-là, une poignée de secondes suffiront. Le village de Kusa, aussi appelé le village caché dans l'herbe, n'a abrité que 2 ninjas connus, Karin et Snoop Dogg. Si. Même si Snoop Dogg maîtrise parfaitement la transformation chimique de l'herbe, il n'a jamais montré des capacités si folles que ça au combat. Au contraire, sa forte consommation le rend plus endormi qu'autre chose, donc difficile de l'imaginer gérer un personnage comme Karin. Même si, à ce moment-là, Karin n'avait pas encore utilisé les chaînes d'adamantine, elle doit maîtriser quelques bases ninja, là où Snoop Dogg ne maîtrise que l'art de l'esquive vu que c'est un pro de la roulade. Donc Karin la plus forte, peu importe les barrières temporelles et narratives. Ou alors faudrait conférer à Snoop Dogg un avantage en mode le combat aurait lieu au mois de juin, histoire qu'il soit dans les meilleures conditions. Mais soyons fair-play. Le village de Taki. Pour le village de la cascade, on ne connaît que 2 ninjas affiliés, Fu, la Jinchuriki de Nanabi, et Kakuzu, le membre de la Katsuki. Et là, je suis un petit peu embêté, parce qu'on ne connaît pas la puissance de Fu et on ne connaît le niveau de Kakuzu qu'au moment où il était déjà vieux et expérimenté. Est-ce que vous pouvez affirmer qu'il est aussi bon physiquement, qu'il est aussi intelligent et qu'il a autant de capacités qu'à l'époque où il faisait partie de ce village? Bah non, du moins j'ai pas l'impression. Donc le débat va avoir lieu entre 2 personnages dont les capacités sont inconnues. Super, hein. Alors, si on prend en compte l'anime, ce sont Hidan et Kakuzu qui l'ont capturé, mais ils étaient 2, donc ça veut pas forcément dire grand chose. Par contre, on sait que dans le manga, une version plus faible de Fu et sans son instinct a pu esquiver les attaques de Bi. Et évidemment, c'était même sans le partage de vision des corps, ça arrivait un petit peu après. Du coup, Fu est suffisamment agile et réactif pour ne pas se faire blitz par un personnage aussi rapide que Bi. Kakuzu, on sait qu'il scale dans les environs de Kakashi de son arc, et les données sont plus ou moins inutilisables vu que la version de Kakuzu analysée sera très ancienne. Je dirais comme ça, sans forcément trop donner que Fu est la plus forte de son village avec les limitations temporelles, étant donné que ça reste quand même une Jinchuriki, mais Kakuzu vieux devrait être capable de la tuer. Ou alors avant de mourir elle devient pote avec Nanabi, ce qui est possible, et là Kakuzu se ferait maltraiter en 1v1. Donc les 2 peuvent briller dans cette section malgré le peu d'infos qu'on a sur eux. Aspros, le roi des consensualistes. Le village caché de Yuka. Le village caché de l'Ocean n'est connu que pour avoir abrité temporairement Hidan. Ah, et on me dit dans l'oreillette que c'était le lieu de destination finale pour la retraite d'un certain Jiraiya. Bon, bah dommage. Hidan est le plus fort de ce village, mais c'était un débat grave serré. Je suis bien content d'y avoir survécu. Le village d'Uzushio. Bon, il est temps de redevenir sérieux. Le village des Romu, c'est le village des Uzumaki. Et même si on ne sait que très peu de choses les concernant, on connaît quand même 3 personnages venant d'ici, à savoir Kushina, Mito et Ashina. Le problème encore une fois, c'est qu'on ne connaît pas leur puissance. On peut spéculer sur ce qu'ils savent faire, mais tout ceci ne va être que de la pure interprétation de micro-indices. Mito est la femme du premier Hokage évidemment, mais c'est surtout celle qui a pu sceller Kyuubi en elle. En plus, c'est une kunoichi sensorielle exceptionnelle vu qu'elle peut ressentir les hostilités aux alentours, tout comme Naruto. Et enfin, là ça va être de la pure spéculation comme on les aime, mais vu qu'elle possède le Byakugo sur sa tête, y a moyen qu'elle soit capable de soigner comme Tsunade. Et d'ailleurs, j'ai toujours théorisé le fait que potentiellement Mito serait capable d'invoquer Katsuyu et que c'est grâce à elle que Tsunade a certaines de ses capacités. Sauf qu'évidemment, la réserve de Mito doit être infiniment supérieure à celle de Tsunade, ce qui fait que potentiellement, dans un scénario hypothétiquement spéculatif, elle doit être capable d'invoquer Katsuyu au complet. Pendant la guerre, Sakura et Tsunade n'ont pu invoquer qu'un 10e de sa vraie taille, mais imaginez si Mito peut l'invoquer au complet. Ce serait fumé. Concernant Kushina, on sait qu'elle maîtrise également les chaînes d'adamantine, et Karin a pu, la toute première fois qu'elle les a utilisées, stopper la statue aux 1000 mains, donc imaginez Kushina. Non seulement ça pourrait restreindre la puissance de l'adversaire, mais niveau force de frappe, c'est suffisant pour retenir un jutsu aussi puissant que la statue aux 1000 mains, donc ouais, c'est quand même costaud. On sait aussi que son chakra est encore plus spécial que celui de Mito, donc soit elle en a plus, soit elle peut restreindre encore plus facilement ses adversaires avec, notamment les bijoux. Et enfin, concernant Ashina, bah lui c'est le moins développé des 3. On sait juste qu'il a 67 ans au moment de sa mort à une époque de guerre où les gens ne dépassaient pas la trentaine. Il est également considéré comme l'ancêtre du Fuinjutsu des Uzumaki, donc j'imagine sans trop m'avancer qu'il doit être puissant de manière complètement absurde. Mais enfin bref, c'est absolument impossible de définir le gagnant ici avec le peu d'éléments qu'on a. Instinctivement, j'aurais utilisé la logique archaïque du c'est leader donc c'est le plus fort, ce qui fait qu'il devrait être plus fort que Mito vu que les deux étaient vivants à la même période. Kushina a la faculté de bien restreindre ses adversaires, mais est-ce que ça fonctionnerait sur le maître des Uzumaki? J'en doute un peu.
tout ce qu'elle doit savoir faire, il les connaît sans doute. Je dirais donc Ashina le plus fort, mais encore une fois, ça ne se base que sur une interprétation de petits indices par-ci par-là, rien de plus. À tous les coups, c'est Mito Kushina la plus forte, mais encore faudrait-il les mettre en avant, n'est-ce pas? Kishimoto, maître dans l'art du sexisme no jutsu. Bref, le village d'Ame. Bon, il est temps de repartir dans un village où on connaît le niveau de ces ninjas. Ça m'avait manqué. Au village d'Ame, nous avons globalement deux challengers, Nagato et Hanzo. Yahiko s'est très clairement fait surpasser par Nagato au moment de sa mort, et Konan n'a jamais réellement rien montré qui la place au niveau des autres. Du coup, il ne reste que ce bon vieux Nagato et cet encore plus bon vieux Hanzo de la salamandre. Et là, va y avoir deux interprétations possibles. Soit on se dit que Nagato, via Pain, a réussi à tuer Hanzo, ce qui fait qu'il est factuellement le plus fort des deux, ou alors, on se dit que la version d'Hanzo que Nagato affrontait n'était pas à son apogée. Dans ce cas-là, il peut y avoir débat. Cette deuxième interprétation vient du moment où Hanzo affronte Mifune et que ce dernier lui a dit qu'il a perdu ses convictions. Pour l'histoire, Hanzo était l'homme le plus craint et respecté de son village, et même les Sannin n'étaient pas taille contre lui. Sauf qu'avec le temps, quand il a vu le monde pourri dans lequel il vit, il a commencé à se renfermer sur lui-même, et l'homme qui rêvait jadis de la paix dans le monde s'est finalement enterré dans ses quartiers sécurisés. Il a commencé à devenir parano, il sortait plus, il restait reclus de tous pour éviter de mourir, et finalement il s'est fait coincer par Pain. Sauf que l'Hanzo de la salamandre qui lui a fait face n'était peut-être pas le Hanzo de la salamandre craint et respecté qu'il fut autrefois. Du coup, si vous considérez qu'Hanzo n'était pas plus faible qu'au moment où il a affronté Nagato, alors vous pouvez très clairement le considérer comme le plus puissant du village d'Ame, avec et sans limitation narrative. Mais si vous considérez qu'Hanzo était potentiellement affaibli par tout ce temps sans bouger de chez lui et sans s'exercer, alors là oui, il y a débat. Je vais pas étirer le débat pendant 3 heures, je pense que Pain reste le plus fort des deux, mais c'est uniquement dû au fait que je ne pense pas que le corps de Pain puisse se faire empoisonner. En fait, globalement, le poison des salamandres est constitué de neurotoxines. Les neurotoxines affectent le système nerveux en bloquant la transmission des signaux nerveux. Et dans le cas où le poison de ce cher Hanzo est plus complexe encore, on peut supposer qu'il y a également des traces de cytoxines, d'hémotoxines et de myotoxines. Bon, on va pas passer 3 heures, je vous mets à l'écran plus de détails. Tout ça pour dire que globalement, le poison endommage le corps de la victime et détruit son système interne, notamment les organes, les cellules, et ça provoque une rupture de transmission neuronale. Sauf que les corps de Pain, ils sont déjà morts. Ce qui permet de les faire bouger, c'est les bâtons noirs que Nagato a placés sur les cadavres. C'est une sorte de marionnettisme, mais en remplaçant les fils de chakra par des récepteurs. Les corps contrôlés peuvent bouger grâce à Nagato, mais ce sont des cadavres. T'auras beau les empoisonner, détruire leurs organes de l'intérieur ou rompre la transmission neuronale, ça sert à rien. Dès lors que Nagato ne se fait pas directement toucher, les Pain sont immunisés à ce genre de procédé. Et à partir de là, si on retire à Hanzo son principal atout, bah il lui reste pas grand chose. Enfin, ça reste un ninja exceptionnel, mais sans poison, ce serait comme retirer le Kamuya Obito, ça le diminuerait. Et même dans l'optique où le poison fonctionnerait, je suis même pas sûr qu'il puisse vaincre Pain, alors si ça fonctionne pas, je vous laisse imaginer. En bref, j'ai utilisé quelques secondes de vidéo pour rien au final, mais j'avais vraiment envie de nuancer la puissance d'Hanzo. Sa défaite contre Mifune n'est pas du tout révélatrice de son niveau, et selon moi, il fait partie des ninjas légendaires les plus puissants de cette œuvre avant l'arrivée des monstres de la guerre évidemment. J'ai même du mal à voir pas mal de Kage le gérer, donc il faudrait quand même mettre du respect sur son nom. Et même, Jiren ne pensait pas que c'était une possibilité qu'il puisse se faire battre, alors imaginez la puissance du bonhomme. Donc Nagato est le ninja le plus fort d'Ame, peu importe la période. Mais allez, c'est parti pour le gros morceau. On va s'attaquer aux 5 grands villages ninja, et autant pour certains ça va être facile, autant pour d'autres, le débat il sera quand même carrément plus complexe. Le village de Kirikiri. Bon, lui c'est compliqué. Genre vraiment compliqué. Tellement compliqué que je vais inverser l'ordre et commencer par le ninja le plus fort sans barrière narrative et ensuite voir lequel est le ninja affilié le plus fort de Kiri. Vous allez comprendre. Pour moi, Kisame il remporte haut la main la compétition. En fait, je vois pas un seul ninja capable de le gérer à Kiri malgré tous les ninjas solides qui s'y trouvent. Déjà, le fait de pouvoir gérer un ninja comme Killer Bee, un Jinchuriki parfait sans forcément trop de problèmes, ça démontre un certain niveau. Et Killer Bee ne doit la vie qu'au fait que Sameada ait trahi son maître, ce qui fait que Kisame avait le scénario contre lui. Et très honnêtement, ces techniques sont juste trop puissantes. La prison d'eau est quasi inesquivable sauf pour les utilisateurs de ninjutsu spatio-temporel, ses 1000 requins sont également quasi inesquivables et son Daikodan est carrément imbloquable et incontrable. Faut vraiment sortir une technique de taijutsu qui se lance à distance, qui est aussi rare qu'un mec content en ressortant du centre des impôts. Si Kisame avait affronté n'importe qui en dehors de Gai, il aurait sûrement gagné, mais Gai était son contre parfait, ce qui fait qu'il l'a battu. Mais globalement, à Kiri, y a personne qui a une technique pour contrer son Daikodan. T'auras des ninjas comme les Ozuki qui pourront sans doute se déplacer comme ils le souhaitent dans la bulle d'eau, mais qui n'auront aucun compte face au Daikodan et son absorption de chakra. T'auras Yagura qui pourra sans doute survivre aux attaques de zone de Kisame, mais pas à Sameada qui va le vider complètement de son chakra. T'auras des personnages comme Mei. Ouais bon, ça va, j'ai compris. En bref, y a pas un ninja de Kiri capable de prendre Kisame. Certains pourront bien se défendre, mais globalement, je vois personne à son niveau. Sauf qu'évidemment, ça c'est si on retire toutes les limitations temporelles et narratives, parce que Kisame, avant de quitter son village, n'avait pas Sameada, il avait clairement moins d'expérience qu'aujourd'hui. Du coup, sans Sameada, et potentiellement même sans ses capacités d'absorption comme le Daikodan, bah je doute que Kisame soit toujours au sommet de la chaîne alimentaire de Kiri. Mais du coup, qui est le ninja affilié au village le plus puissant? Eh bien, selon moi, ça se joue entre deux persos. Gengetsu d'un côté,
et Yagura de l'autre. Gengetsu est un personnage qui va être extrêmement compliqué à blesser à cause de sa liquéfaction et de ses genjutsu. Sauf que Yagura étant son successeur au titre de Mizukage, il doit forcément connaître au moins les bases de ses capacités. Par exemple, Minato qui doit savoir qu'Hashirama utilise du Mokuton sans forcément connaître l'étendue de sa puissance, alors même qu'il ne l'a jamais vu. Donc je pense que Yagura connaît un minimum les capacités de Gengetsu, sauf que la réciproque ne fonctionne pas forcément. On sait pas si les deux se connaissent, mais vu l'âge de Yagura, ils ont juste dû se croiser au grand maximum. Ça fait que seulement l'un aura des connaissances sur les capacités de l'autre. Peut-être qu'il aurait les connaissances sur ces mirages qui sont, je le rappelle, une sorte de brouillard créé par la palourde pour dissimuler Gengetsu de toute attaque. C'est tellement galère à repérer que même l'alliance ninja avec des ninjas sensoriels n'ont pas réussi, alors je vous laisse imaginer ce pauvre Yagura. Mais bref, outre les mirages qui assurent une bonne défense à Gengetsu, que peut-il faire pour vaincre Yagura? Bah, en vrai, sa brume du tyran semble avoir une onde de choc similaire à celle des explosions de Deidara, et ce clone se reforme indéfiniment de manière naturelle, ce qui fait qu'un seul clone peut attaquer en boucle et ça fait beaucoup de dégâts. À force, il risque de passer la défense de Sambi. Après, ça reste quand même assez tendu quand j'y pense. Yagura peut tanker pas mal avec son mode bijou, il a aussi son miroir d'eau, mais Gengetsu est juste trop galère à toucher de base, et même s'il se fait toucher, il peut se liquéfier. D'autant plus qu'avec son clone qui ne disparaît pas, il va pouvoir attaquer Sambi en continu, ce qui fait qu'il va être virtuellement intouchable et que Sambi va se faire fumer à petit feu. Je n'exclus pas évidemment une victoire de Yagura, mais je vois quand même Gengetsu au-dessus. Sa faculté à éviter au maximum les coups et sa force de frappe devrait être suffisante pour éliminer Yagura, le plaçant ainsi au-dessus de son adversaire. Il est donc le plus puissant ninja affilié à Kiri, tandis que Kisame est le ninja venant de Kiri le plus fort, toute barrière narrative exclue. Le village de Suna. Ah là 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 là, le village de Suna, ce repère de ninja faible et sans avenir. Non, je déconne. Bordel, il y en a eu des monstres quand même. Pas énormément, mais quand tu sais que Sasori vient de ce village, tu comprends qu'il est dangereux. Alors, normalement, seulement 3 noms peuvent vous venir en tête quand on essaie de définir le plus puissant de ce village. Le 3ème Kazekage, Sasori et Gaara. Sauf qu'on sait que le 3ème Kazekage s'est fait éliminer par Sasori à une époque où il n'était pas à son apogée, vu qu'il n'avait pas sa marionnette du 3ème Kazekage justement. Ça fait qu'en toute logique, il est plus faible que son adversaire, mais ici ça va pas forcément être utile. Sasori a éliminé le 3ème Kazekage après sa désertion, donc est-ce qu'il avait le niveau de la battre avant? Ça on sait pas. Il était juste globalement plus faible qu'avant. Et là où c'est un petit peu tricky, c'est que le 3ème Kazekage était considéré comme le Kazekage le plus fort de l'histoire selon le 3ème databook, donc quand Gaara l'était également. Du coup, ça fait que Gaara est inférieur au 3ème Kazekage et par extension à Sasori? Bah selon moi, non. Même si on admet que Gaara était plus faible que lui au début de la partie 2, bah ça veut plus rien dire après. Le Gaara de la Grande Guerre est si fort qu'il a pu gérer quasiment tout seul le 2ème Mizukage avant de se battre avec Madara et de ne pas être complètement largué. Sa manipulation du sable était telle qu'il pouvait en faire un petit peu ce qu'il voulait, et je vois vraiment pas un monde dans lequel Gaara n'a pas surpassé les deux autres. Surtout que même si on se limite à Naruto, Gaara de la toute fin, c'est-à-dire des romans, est capable d'utiliser un sable métallique scintillant, et qui est la poussière d'or de son père. Ça, plus toutes ses capacités offensives et défensives, je vois pas comment Sasori et le Kazekage pourraient en venir à bout. Même les 100 marionnettes d'un coup se feraient ensevelir sous le sable, et Sasori avec. Donc y a rien. Le poison se ferait embarrer par le fait que Gaara peut voler et ça l'émaille de fer à se faire tanker. Gaara il sera jamais véritablement en danger contre Sasori et par extension contre le 3ème Kazekage non plus. Genre, ils ont quoi pour contrer un raz-de-marée de sable? Pas rien. Ils ont quoi pour passer la défense de sable? Rien. J'ai l'impression de débattre là où je devrais pas, mais bon, Gaara c'est juste une machine et je suis presque hésitant à me dire qu'il aurait pu vaincre Sasori dès le premier arc de la 2ème partie, alors le Gaara de la fin de Shippuden, c'est plus un match hein. Et par conséquent, Gaara est le ninja le plus fort de l'histoire de Suna, peu importe le round. Un peu de respect s'il vous plaît. Le village caché d'Iwa wa 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 wa. Concernant le village caché d'Iwa, bah en vrai il y a que 2 noms qui ressortent et ce sont évidemment Mu et son élève Onoki, respectivement les 2ème et 3ème Tsuchikage. Je vais pas avoir besoin de beaucoup de temps ici vu que Mu est une version d'Onoki mais en mieux. Non seulement il maîtrise la quasi-totalité des techniques d'Onoki, notamment son Jinton, mais il est également capable de se rendre invisible. En étant invisible, Onoki n'a aucune chance de le repérer vu que ce n'est pas un ninja sensoriel. Donc rien que là, il a un problème, mais c'est pas tout. Mu est également un ninja sensoriel très compétent puisqu'il est capable de sentir une attaque surprise de Naoto KCM dans son dos et l'esquiver, ce qui fait qu'Onoki ne pourra jamais vraiment le prendre par surprise. Et enfin, la blague finale, même si Onoki arrive par miracle à le toucher, il est pas capable de capter quand il se divise sous ses yeux. Pendant la guerre, avec un corps moins fort qu'à son habitude, il s'est divisé devant Onoki qui n'a rien compris. Alors oui, Onoki a les ressources pour les tuer avec son Jinton ou pour le capturer avec sa technique de roche super alourdie, mais encore faut-il être capable de le toucher. Parce que vu ses facultés sensorielles, son invisibilité et ses divisions, Onoki va bien galérer. En bref, tout ce qu'Onoki fait, Mu peut le faire, sauf que lui il a un corps jeune et fort, là où Onoki est sérieusement limité par son âge et il a un gros nez. Ça le ralentit sûrement. Et c'est même pas juste pour la blague, il ressent le poids des années et même si ses convictions sont plus fortes que son âge, ça n'empêche qu'il a régulièrement des douleurs au corps. Après qu'on soit d'accord, c'est même pas honteux ou autre. Hein. Au contraire, je trouve ça vraiment impressionnant qu'il soit si vieux dans un monde en guerre constante, ça démontre son pouvoir phénoménal, mais face à Mu, il peut virtuellement rien faire. Sa seule chance c'est de jouer sur son expérience, mais j'ai pas l'impression que Mu puisse se faire avoir juste via ses données, pas quand on sait qu'il se battait régulièrement à son époque et qu'il a dû emmagasiner pas mal d'expériences de qualité. Et enfin, dernier petit point, mais techniquement, ce débat il a presque pas lieu d'être vu, vu que les deux se sont affrontés dans le manga et qu'Onoki allait se faire tuer sans l'intervention de Naoto, et je vous rappelle également qu'ils étaient 3. Gaara s'est occupé du soutien et du repérage de Mu, Onoki n'a rien pu faire véritablement, et c'est la combinaison de Naruto-Gaara qui a pu le repousser. Et encore, c'est juste repousser, parce que dans les faits, Mu n'était pas encore vaincu, et il aurait pu tenter une attaque surprise juste après. Donc Mu est un meilleur combattant qu'Onoki qui se fait trop vieux. Il est donc le meilleur ninja affilié d'Iwa, mais également le meilleur combattant toute génération confondue. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, ça aurait pas été incroyable un duo Mugengetsu? Je trouve que leurs pouvoirs pourraient vraiment bien se combiner et leur adversaire devrait être un véritable monstre pour ne serait-ce que tenir 2 minutes face à eux. Ah, ce serait incroyable. Mais inimaginable. Le village caché de Kumo. Allez, c'est bientôt fini. Comme pour Iwa, seulement 2 ninjas me viennent en tête comme éligibles au titre ninja le plus puissant du village, même si en vérité je suis conscient que vous allez m'en citer 5. Personnellement, je pense au 4ème Raikage et à son frère Killer Bee, mais je me doute que vous allez sortir les frères Or et Argent et le 3ème Raikage. Bon, pour ce dernier, je vois pas l'intérêt de le prendre vu que son niveau max, c'est Hashibi. Il est capable de faire jeu égal avec, donc il ne peut pas surpasser Killer Bee qui non seulement possède le pouvoir d'Hashibi, mais qui peut en plus l'utiliser correctement. À l'époque, Hashibi c'était une boule de rage et ce n'est qu'en rencontrant Bee qu'il s'est calmé et qu'il est devenu beaucoup plus posé. Dès lors, il a commencé à utiliser comme il fallait ses pouvoirs et Bee et lui sont devenus l'un des duos les plus compétents de ce manga. Même Deidara il confirme qu'un bijou sans autre n'utilise pas sa tête, et on le voit également avec Jubi qui utilise son pouvoir n'importe comment, contrairement à Jubito qui n'est pas plus fort mais qui l'utilise comme il faut. Du coup, Killer Bee est plus fort que le 3ème Raikage parce qu'il aura à sa disposition les facultés d'Hashibi qui sont au moins au niveau de celles de son adversaire, mais également les siennes. Le 3ème Raikage là il a aucune chance de l'emporter. Et concernant les frères Or et Argent, bah déjà on juge le plus fort, donc pas les deux en même temps, et même si le databook indique qu'ils ont un pouvoir surpassant celui des 5 Kage quand ils utilisent les armes du Rikudo, bah ça change rien. Souvenez-vous que pendant la guerre, Darui, Inoshikasho et Kitsushi ont réussi à gérer Kinkaku en mode Kyuubi, et Darui seul était presque suffisant pour gérer les deux frères en même temps. Le fait d'avoir un pouvoir surpassant celui des 5 Kage ne signifie pas qu'ils sont plus forts. Ce serait bizarre d'imaginer Kinkaku et Kinkaku gérer les 5 Kage mais pas Darui, Inoshikasho et Kitsushi, n'est-ce pas? Il possède un pouvoir phénoménal, mais ici il n'y en aurait qu'un seul qui serait jugé, et quand bien même vous leur donnez l'intégralité des armes du Rikudo, bah ça change rien. Ils peuvent se faire prendre de vitesse avant même de les utiliser, vu que même en version Kyuubi, Kinkaku n'arrivait pas à contrer les attaques ennemies, et il n'y en avait pas tant que ça. Mais maintenant vous mettez n'importe lequel des deux contre Bee qui peut également utiliser le mode bijou, mais à un stade largement plus avancé, et vous allez voir ce qui va se passer. Une seule bombe bijou et ils vont rejoindre Danzo au paradis. Ouais, je sais ce que j'ai dit. Bref, les frères sont très forts, mais en 1v1, Bee et les Raikage devraient être largement suffisants pour les gérer. Mais du coup, entre Bee et Ei, lequel des deux est le plus fort? Bah, là ça va dépendre. Pas forcément sur le vainqueur, mais plus sur la difficulté. On sait que Bee ne peut pas rester indéfiniment en mode bijou parce que ça consomme pas mal de force, même si ce temps semble être assez long pendant la guerre. Si Ei arrive à temporiser suffisamment longtemps avec sa vitesse, il existe un monde où il gagne. Et de la même façon, s'il arrive à le tuer avant qu'il ne se transforme et lui assène son coup le plus rapide, alors là aussi il y a des chances qu'il l'emporte. Par contre, tout le reste des scénarios donne Bee gagnant. Bee est plus puissant, plus polyvalent, plus résistant grâce à son démon, plus endurant et sa force de frappe serait clairement suffisante pour passer outre l'armure de foot de son frère. Ei quant à lui est globalement plus rapide, mais c'est à peu près tout. Du coup, s'il est capable de tuer Bee d'entrée de jeu, pourquoi pas, mais je vois Bee juste le plus fort des deux pour les raisons évoquées. Non seulement Bee est le personnage le plus fort de l'histoire de Kumo, mais je suis presque certain que le Raikage en est parfaitement conscient. Pas avec une avance colossale non plus, faut pas abuser, mais ne sous-estimez jamais la puissance de Bee. Je pense que très peu dans l'Akatsuki aurait pu le gérer, alors imaginez sa puissance de psychopathe. Et en plus il ressemble à Hulk Hogan. Mais bref. Le village de Konoha. Et enfin, le dernier village à analyser. Konoha. Aucun débat, le ninja fini au village le plus puissant est Naruto Hokage et son seul rival possible est Sasuke, mais même lui est inférieur. Dans leur combat à la vallée de la fin, Naruto s'est pas mal retenu et pour égaler le pouvoir de Naruto, Sasuke a dû utiliser un pouvoir scénaristique à utilisation unique, le chakra des bijoux. Dans n'importe quelle autre circonstance, Sasuke n'aurait pas eu accès au chakra des bijoux, ce qui fait qu'il n'aurait eu aucun compte face au double Rasen Shuriken Avatar Kyuubi Bijou Grosse Explosion Badaboom Coco Lelico. Après, il avait le droit qu'on soit d'accord, mais mettez ces deux-là dans une autre arène et sans scénario derrière et Naruto l'aurait pulvérisé. Après, est-ce que c'est étonnant venant du personnage principal de devenir le ninja le plus fort de son œuvre ou ici de son village? Bah pas tellement. Donc Naruto au-dessus. Et concernant le ninja venant de Konoha mais qui n'est pas affilié à ce dernier, bah je pense que c'est pareil. Naruto Hokage est juste beaucoup trop fort, il y a aucun personnage dans le roster de Konoha capable de le gérer. Bon après en dehors de Tenten, mais bon j'en ai marre de me répéter. Je ne vais donc pas la compter ici. Les deux seuls à avoir l'ombre d'une chance sont Sasuke et Jubidara, mais même eux je donne pas cher de leur peau. Bon pour Sasuke c'est plus ou moins évident, mais pour Madara un petit peu moins, c'est pour ça que je vais m'en tenir à une petite réflexion rapide ici et l'analyser plus en détail prochainement dans une vidéo qui leur sera consacrée. Au pire allez voir ma vidéo Sasuke Madara pour comprendre où je veux en venir. Mais globalement je ne pense pas que Jubidara soit immortel au sens impossible de mourir, mais plutôt qu'il possède une régénération complètement OP, mais pas impossible à passer outre. Les bijoux sont immortels, mais peuvent être tués, et c'est le cas de Madara. Sauf que l'essence même des bijoux est rattachée au chakra, donc du moment que le chakra existe, les bijoux et Kaguya existeront. Et admettons que ce soit le même procédé avec Jubidara, même si c'est pas prouvé que c'est à ce niveau-là, bah ça fait qu'il peut mourir, même s'il reviendra par la suite, mais dans notre scénario, ce serait quand même considéré comme une défaite. Et dans l'absolu, le mode Baryon arrache l'espérance de vie, donc j'avoue que ça m'intrigue un petit peu d'imaginer ça. Dites-vous juste que Madara n'est pas connu pour avoir donné que des infos vraies, et il a, selon moi, extrapolé la situation. Il s'est qualifié d'immortel surtout parce qu'il ne pensait pas pouvoir mourir. Mais la vérité, c'est qu'en fin de compte, il est quand même mort, donc il existe des façons de le tuer. Mais enfin bref, vu que là le débat est beaucoup trop complexe pour tenir en quelques minutes, je vais devoir m'arrêter là et garder ça en stock pour un futur débat. Je ferai en sorte de faire passer ça prochainement, promis. Mais dans tous les cas, Naruto de The Last, donc avant sa version Kage, a été capable de gérer Toneri, donc Madara n'aura aucune chance de ne serait-ce que le toucher selon moi. Du coup, Naruto le GOAT, Naruto le best, Naruto El Patron. Mais voilà pour cette vidéo. Encore une fois, elle est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu, mais bon, j'arrive pas à me contrôler avec ce genre de sujet. Que voulez-vous? La passion
Et du coup, selon vous, qui est le meilleur ninja de chaque village? On en discute dans les commentaires. On fait ça? Allez se noter. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois programme, on part sur une vidéo putaclic. Mouais.